Je m'appelle Clarisse Dalton, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte derrière un banc de juge à écouter les mensonges se défaire. On pourrait penser que je serais immunisé contre la cruauté à présent, mais rien ne vous endurcit autant que celle qui se présente enveloppée dans une robe de soie et le sourire d'une sœur. La fête de fiançailles était grandiose. Les verres de cristal s'entrechoquaient sous de doux chandeliers, et la musique émanait d'un quatuor à cordes dans un coin. La famille de son fiancé était partout, dents parfaites, posture parfaite, ignorance parfaite. Et puis il y avait moi, la sœur aînée que personne ne prenait la peine de présenter correctement, celle qu'ils appelaient la discrète comme si c'était une insulte. Je suis arrivé à l'heure, vêtu d'un noir sobre comme je le fais toujours au tribunal. Et tandis que je traversais la pièce en direction de la table de champagne, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, a incliné la tête très légèrement, et a souri. Pas le genre de sourire qui accueille, le genre qui dit « Tu n'es pas censé être ici ». Elle s'est penchée vers ses amis, a chuchoté quelque chose derrière sa main, et elles se sont toutes tournées pour me jeter un coup d'œil, curieuse, amusée, dédaigneuse. Je n'ai pas bronché. J'ai entendu des meurtriers essayer de charmer un jury. J'ai vu des familles s'effondrer sous le poids d'une mauvaise décision. Mais ce soir-là, debout sous la douce lueur des chandeliers et du jugement, j'ai réalisé autre chose. Les pires trahisons ne viennent pas d'inconnus, elles viennent des gens qui savent exactement où viser. Les gens supposent souvent que le silence signifie la faiblesse, que si vous ne vous défendez pas, vous ne devez pas en avoir la force. Mais la vérité, c'est que certains d'entre nous ont appris très tôt qu'être invisible était plus sûr, plus net, plus facile. Survivre en grandissant avec Camille signifiait apprendre à me faire petite. Elle était la brillante, la charmante, celle qui savait comment incliner la tête juste ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle voulait. Nos parents la choyaient comme si elle était faite de porcelaine et d'or. Ta sœur a un tel don avec les gens, disait-il, généralement après qu'elle se soit tirée d'affaire avec un mensonge rapide ou une moue parfaite. Pendant ce temps, j'étais la discrète, la sérieuse, l'enfant trop intense qui lisait dans les coins et corrigeait les professeurs. Au moment où nous étions au lycée, Camille avait déjà décidé que j'étais ennuyeuse. Elle organisait des fêtes auxquelles je n'étais pas invité, racontait aux gens que j'avais été adopté à la bibliothèque, et se moquait de la façon dont je m'habillais à table. Nos parents riaient avec elle. Clarisse ne sait tout simplement pas se laisser aller, gloussait maman. Papa ne levait jamais les yeux de son assiette. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais devenir. Personne ne se souciait de savoir où j'allais après l'école tant que je ne causais pas de problème. Alors, je n'en ai pas causé. J'ai étudié. J'ai disparu dans les manuels et la jurisprudence. J'ai appris à démonter des arguments sans élever la voix. Pendant que Camille courait après les garçons de l'université et ratait son diplôme de communication, j'ai obtenu mon diplôme en avance et je suis entré à la faculté de droit sans une seule acclamation de la maison. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, Camille a levé les yeux au ciel et a dit « Alors, tu vas devenir une de ces femmes de prétoire sans vie, hein ?» Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Après mon diplôme, j'ai déménagé à l'autre bout de l'État, j'ai travaillé comme assistante juridique pour un juge fédéral et j'ai poursuivi des affaires de criminalité en col blanc jusqu'à ce que mon nom commence à signifier quelque chose dans le milieu juridique. J'ai été nommé juge à 38 ans, la plus jeune de ma circonscription à l'époque. Le journal en a parlé. Mon nom était en première page de la section métropolitaine, juste en dessous d'une photo de moi devant le palais de justice, ma robe à la main. J'ai envoyé un exemplaire à mes parents. Personne n'a appelé. Le silence de leur part n'était pas choquant. À ce moment-là, j'avais appris la différence entre la distance et la paix. Cela ne faisait plus aussi mal qu'avant. J'avais mon tribunal, mon cabinet, ma vie. Je portais mon titre comme une armure et utilisais ma voix pour trancher dans l'absurdité des menteurs et des griefs mesquins. Au tribunal, les gens m'écoutaient. Dans ma famille, j'étais toujours juste la sœur aînée. Je n'ai vu Camille que quelques fois après cela, des mariages, des anniversaires, la fête occasionnelle où maman nous suppliait de faire semblant que nous étions toujours proches. Elle se présentait en paillettes et talons aiguilles, toujours avec une nouvelle histoire sur combien sa vie sociale était épuisante. Je m'asseyais au bout de la table, la regardant jouer son rôle, me demandant comment quelqu'un pouvait être si plein de bruit tout en ne disant rien qui ait de l'importance. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an quand j'ai reçu l'invitation. C'était une enveloppe blanche brillante avec une bordure en or rose, parfumée, bien sûr, d'un parfum floral et séurant. À l'intérieur se trouvait une carte qui disait « Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Camille Dalton et Jonathan Pierce ». Il n'y avait aucune mention de moi sur l'invitation,
pas d'invité supplémentaire, pas même un mot manuscrit. Puis est venu le message texte, « Salut Serette, juste pour information, ne te sens pas obligé de venir si tu es occupé. La famille de Jonathan est un peu très en vue. Essaie de ne rien porter de trop sérieux, d'accord? Bisous bisous bisous. Trop sérieux. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours. Elle n'avait aucune idée à quel point j'étais devenue sérieuse, combien de vies j'avais changé d'un coup de marteau, combien d'hommes en costume à 1000 $ m'avaient appelé votre honneur d'une voix tremblante. Camille me voyait toujours comme la fille en vêtements d'occasion, accrochée au livre et à la formalité. Elle ne me connaissait pas du tout. Mais c'était ça le truc, il n'avait jamais demandé. Alors j'ai acheté une robe. Simple, noire, élégante. Pas voyante, juste bien coupée. J'ai réservé un vol, loué une voiture, décliné la chambre d'hôtel qu'elle m'offrait, et j'ai pris mes propres dispositions. Et puis, pour la première fois en une décennie, je suis retourné dans la fosse aux lions sans aucune intention de me faire petite. Je n'y allais pas pour elle. Je n'y allais même pas pour eux. J'y allais pour le silence, celui qui m'avait suivi pendant des années, et celui que j'étais enfin prêt à briser. Le lieu était un domaine vitré au sommet d'une colline avec des haies manucurées et un service de voiturier, le genre d'endroit que l'on loue non pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on veut que les gens sachent qu'on peut se le permettre. Le nom de Camille était imprimé en or sur le panneau de bienvenue, suivi de celui de Jonathan dans une police légèrement plus petite, ce qui me disait déjà tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur dynamique. Je suis arrivé 5 minutes en avance, toujours 5, jamais plus. J'ai observé depuis la voiture les invités arriver au compte-gouttes, s'étreignant, riant, ajustant des boutons de manchette coûteux et des robes qui avaient encore les plis de leur emballage plastique. Camille avait toujours été obsédée par l'idée de paraître de la haute société, même si son compte en banque disait le contraire. J'imaginais qu'elle avait tissé un récit charmant pour la famille de Jonathan, un récit où elle était l'élégante mondaine et sa sœur trop rigide pour être pertinente. Et puis je suis entré. Pas d'annonce, pas de halètement, juste un regard de l'hôtesse qui m'a tendu une flûte de champagne et a dit « Bienvenue ». Sa voix était polie, distante, et je pouvais dire qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Parfait. À l'intérieur, l'endroit bourdonnait. Des gens aux chaussures cirées et aux sourires étudiés flottaient d'un coin à l'autre, tournant autour de Camille comme si elle était le soleil. Je suis resté près du fond, sirotant tranquillement, observant avec quelle facilité tout le monde tombait en orbite autour d'elle. Elle était belle, je l'admets, mais la beauté et le caractère n'ont jamais eu grand-chose à voir l'un avec l'autre. J'ai aperçu nos parents de l'autre côté de la pièce. Les cheveux de mon père étaient plus gris, mais il avait toujours cette même expression passive qu'il arborait pendant la majeure partie de notre enfance, présent mais pas impliqué. Ma mère, en revanche, rayonnait, portant une robe trop jeune pour son âge et un collier que j'ai reconnu comme un cadeau que j'avais envoyé des années auparavant, un cadeau qu'elle n'avait jamais reconnu. Elle m'a vu, s'est arrêtée, et a souri avec une confusion polie, comme si j'étais une connaissance qu'elle n'arrivait pas tout à fait à situer, puis s'est retournée vers ses amis. Pas un mot. Pas même un signe de la main. J'ai trouvé une place près d'une table d'angle, partiellement protégée par l'un des arrangements floraux surdimensionnés. C'était mieux ainsi. Ils ne voulaient pas que je sois visible, et je ne voulais plus être vu à travers leurs yeux. Puis Camille m'a trouvé. Elle était en plein mode hôtesse, baisers aériens, mains douces, rire fin. Quand ses yeux se sont posés sur moi, quelque chose dans son regard s'est durci. Eh bien, regardez qui a réussi à venir, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une chaleur feinte. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je ne pensais pas que ce genre de scène était vraiment ton truc. Ce n'est généralement pas le cas, ai-je répondu, assortissant son sourire au mien. Mais j'avais le temps. Elle a désigné ma robe d'un sourcil levé. Noir, hein. Choix audacieux pour une fête de fiançailles. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que le noir était ce que je portais quand je voulais être prise au sérieux. Je savais qu'il ne fallait pas offrir de profondeur aux gens qui ne venaient que pour effleurer la surface. Je me suis dit que quelqu'un devait ancrer la palette, ai-je dit à la place. Elle cligna des yeux, clairement incertaine si j'étais sarcastique. Puis elle se pencha et baissa la voix. Essaie juste de ne pas rendre les choses embarrassantes, d'accord? La famille de Jonathan est, tu sais. Ils tiennent beaucoup aux apparences. Et ils posent beaucoup de questions. J'ai soutenu son regard. Alors peut-être qu'ils obtiendront de vraies réponses. Cela suffit à la faire rire bruyamment, théâtralement, avant de balayer cela d'un geste comme si j'avais fait une blague. Clarisse classique.
toujours si intense. Elle s'est envolée avant que je puisse répondre, déjà au milieu d'un gloussement avec quelqu'un portant des talons trop hauts pour marcher. J'ai expiré lentement et siroté ma boisson. Voilà encore ce mot, intense. Toute une vie à être qualifiée de trop alors que tout ce que j'avais toujours essayé d'être, c'était assez. Jonathan m'a approché plus tard, pendant le dîner. J'étais seul à table, picorant une assiette de canard fumé qui avait refroidi. Il ressemblait à un politicien, grand, lisse, prudent. Le genre d'homme qui serrait la main avec les deux paumes et s'entraînait probablement à l'empathie devant le miroir. « Clarisse, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « La sœur de Camille. » J'ai hoché la tête. « C'est moi. » Il a souri, mais cela n'a pas tout à fait atteint ses yeux. « Elle ne parle pas beaucoup de toi. » Je n'étais pas sûr que vous étiez proche. J'ai incliné la tête. « Nous sommes sœurs. » Il gloussa, ne sachant que faire de cela. « Elle a dit que tu fais quelque chose dans le droit. » J'ai rencontré son regard. Quelque chose comme ça. Il y eut une lueur de curiosité derrière ses yeux, mais elle s'estompa. Il ne demanda rien de plus. Camille lui avait probablement rempli la tête d'une version édulcorée de ma vie, peut-être assistante juridique, peut-être conseillère politique, n'importe quoi sauf la vérité. Ce qui était bien. Certaines vérités sont comme des verdicts, on ne les rend pas avant la fin du procès. Le dîner a cédé la place au discours. Les amis de Camille se sont levés une par une, gloussant à travers des toasts pleins de souvenirs d'enfance et de compliments si doux qu'ils frisaient le sirop. C'était le genre de performance qui donnait aux gens le sentiment d'être importants par association, rire au bon moment, siroter au signal, sourire pour l'appareil photo. Camille s'imprégnait de l'attention comme si c'était la lumière du soleil, son rire flottant à travers la pièce avec le vernis de quelqu'un habitué à être adoré. Je suis resté assise au fond de la salle, partiellement masqué par un centre de table d'orchidées blanches. Je n'étais pas là pour être vu. Il me facilitait la tâche. Tout au long de la soirée, j'étais devenu un meuble, quelqu'un que les gens croisaient sans remarquer. Une femme seule en noir au bord d'une fête conçue pour des flûtes de champagne à parier et des séances photo pastel. Quelques personnes ont souri poliment. Personne n'a demandé qui j'étais. Pas même les parents de Jonathan, bien que Camille ait présenté la moitié de la pièce avec des histoires exagérées sur ses liens avec telle personne ou tel cousin. À un moment donné, j'ai entendu quelqu'un demander à Jonathan si Camille avait des frères et sœurs. Il a haussé les épaules. Oui, dit-il en sirotant sa boisson. Mais elles ne sont pas proches. Je n'ai même pas bronché. C'était leur histoire, ça l'avait toujours été. J'étais la distante, froide, sévère, trop sérieuse. Peu importait que Camille n'ait pas répondu à un appel d'anniversaire depuis 5 ans ou que j'ai traversé l'État en avion pour l'opération de maman et qu'on m'ait demandé d'attendre à l'extérieur de la salle de réveil pour que Camille puisse avoir de l'espace. Laissez-les raconter comme ils le voulaient. J'avais vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la vérité et le récit. Et puis Camille s'est levée. Elle a tapé sur son verre avec sa fourchette, tous les regards se tournant vers elle. Le projecteur du chandelier scintilla sur sa robe à paillettes comme une fusée d'avertissement. Elle occupa le centre de la scène comme si elle avait été construite pour elle. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici ce soir, » dit-elle, rayonnante. « Vraiment, je me sens si chanceuse. » La foule lui sourit en retour, certains avaient déjà leur téléphone levé, capturant ce qu'ils supposaient être un autre discours charmant. « Je sais que cela peut vous choquer, » continua-t-elle en gloussant, « mais je n'ai pas toujours été aussi organisée. » Rires étouffés. Jonathan sourit, se penchant en arrière sur sa chaise, fier. En fait, poursuivit Camille, en grandissant, j'étais l'effrontée. Ma sœur, Clarisse, était tout le contraire. Elle était, disons simplement, très stricte. Très à cheval sur les principes. Il y eut une pause, le genre que les gens prennent pour de l'humilité avant qu'une blague ne tombe. Elle a une fois déposé une plainte formelle parce que j'avais emprunté son pull sans demander. J'avais 13 ans. Les rires éclatèrent. Je suis resté immobile, mon expression illisible. Elle a toujours été comme ça, dit Camille, agitant la main avec dédain. Moralisatrice, rigide. Honnêtement, je suis juste reconnaissante qu'elle soit venue ce soir. Elle n'est pas très portée sur les réunions de famille ou, vous savez, sourire. Elle me regarda droit dans les yeux, soutint le regard juste assez longtemps pour que je le remarque, puis fit un clin d'œil. Ma fourchette reposait légèrement à côté de mon plat principal intact. Jonathan la poussa du coude.
Sois gentille, dit-il avec un sourire. Puis il se tourna vers moi, souriant comme s'il faisait partie d'une blague entre initiés inoffensive. Mais vraiment, ajouta-t-il, nous avons de la chance qu'elle ait pris le temps. Je veux dire, Camille a dit que tu travailles dans, c'était quoi? Les archives du comté? J'ai incliné légèrement la tête, sans parler. Ou peut-être l'administration, ajouta-t-il. Quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être de la paperasse importante. Voilà. L'insulte n'était même pas cruelle, c'était pire. C'était condescendamment petit, une gomme énoncée si nonchalamment que cela ne piquait même pas, cela clarifiait simplement. Camille avait l'air satisfaite, son sourire étiré comme celui d'un chat, se prélassant dans la supposition que je l'avalerais, comme toujours, en silence. J'ai essuyé le bord de mon verre et rencontré le regard de Jonathan. Je suis désolé, dis-je calmement. Où avez-vous entendu ça? Il cligna des yeux. Camille a dit quelque chose à propos de ton travail dans le gouvernement. Du travail de bureau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le moment s'étirer, laissé la pression monter là où leur confiance reposait auparavant. Non, dis-je. Ce n'est pas correct. Camille rit nerveusement. Oh, allez, ne sois pas si dramatique. Elle a raison, dis-je, regardant toujours Jonathan. Je ne travaille pas dans l'administration de bureau. Une autre pause, plus longue cette fois. Je suis juge, dis-je. Le silence fut immédiat, épais, comme si la pièce avait inspiré et ne savait plus comment expirer. D'une table à gauche, une voix perça. Attendez, juge Dalton. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un haleta. Une femme plus proche de la scène plissa les yeux. Celle de la décision si équitable, chuchota-t-elle. Je l'ai entendu. Camille aussi. Jonathan me regarda fixement comme s'il voyait quelque chose sous la surface d'un tableau, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé être là. Vous êtes juge, demanda-t-il, mais cette fois il n'y avait ni sourire, ni charme. J'ai hoché la tête une fois. Cour supérieure, 11e district. Sa main tomba du dos de Camille. Mais Camille a dit que tu n'avais jamais vraiment réussi, que tu étais. Je n'ai pas attendu la suite. La femme en vert près du bar reprit la parole, plus fort maintenant. Elle s'est occupée de l'affaire Eastman. Cette condamnation a eu une couverture nationale. Plus de murmures. Les téléphones glissèrent des poches. Des recherches Google se lançaient sous les nappes en lin. Un homme ajusta sa cravate. Une femme eut l'air penaud en réalisant qu'elle avait ri quelques instants plus tôt. Et Camille son visage changea. Plus confiante, pas en colère, juste acculée. Je ne savais pas qu'elle faisait encore ça, marmonna-t-elle. Je croyais qu'elle avait abandonné. Je me suis alors levé. Pas brusquement. Lentement, avec détermination. J'ai plié ma serviette et l'ai posée doucement sur mon assiette. Chaque mouvement portait du poids maintenant, non pas parce que je le forçais, mais parce que le poids avait toujours été là, il ne l'avait simplement jamais vu. J'ai rencontré les yeux de Jonathan une dernière fois. Quand les gens ne posent pas de questions, dis-je doucement, ils ne devraient pas être surpris par les réponses. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle regarda nos parents, qui semblaient tout aussi stupéfaits. Les lèvres de ma mère étaient légèrement entr'ouvertes, mon père était devenu pâle. Je suis passé devant eux tous, devant les chuchotements choqués et les regards de côté et les façades qui fondaient. Pas besoin de drame, pas de théâtralité. Juste une gravité tranquille. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Le verdict avait déjà été rendu. Je ne suis pas resté pour le dessert. Il n'y avait plus rien à dire, rien de plus doux que le silence que je laissais derrière moi. Dehors, la nuit semblait plus fraîche, plus pure. Le genre de calme qui n'exige pas l'attention, il existe simplement, constant et réel. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Pas d'applaudissements, pas d'adieu. Juste le son du gravier et de la liberté. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre. Un appel manqué de ma mère. 2 messages textes de Camille. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi m'as-tu embarrassé comme ça? Comme si les faits étaient des armes. Comme si dire la vérité quand on vous la demande était une attaque. Je n'ai pas répondu. Ils n'avaient pas demandé qui j'étais depuis des années. Ils avaient supposé, projeté, m'avaient réduite à la version qui les faisait se sentir plus grands. Et quand la vérité a éclaté, ils n'ont pas ressenti de remords, ils se sont sentis exposés.
Je n'étais plus en colère, plus maintenant. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour être reconnu, pour être invité dans leur fierté. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé d'en avoir besoin. Ce que j'ai construit n'exigeait pas leur bénédiction. J'avais gagné chaque centimètre de ma vie sans raccourci, sans applaudissements, et sans nom de famille tirant les ficelles. Juste du travail. Un travail discret, constant, sans glamour. Le genre qui a du poids dans des pièces où ils ne sont jamais entrés. À l'intérieur, j'imaginais le bourdonnement, Camille réécrivant des histoires, Jonathan réalisant que sa suffisance avait des limites, mes parents assis en silence, ne sachant pas comment appréhender la fille qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Mais je n'avais plus besoin de leur compréhension. Ils n'avaient pas manqué de me voir parce que j'étais invisible, ils avaient échoué parce qu'ils n'avaient jamais regardé. Maintenant, ils le feraient. Et même s'ils n'en disaient jamais un mot, n'admettaient jamais qu'ils avaient tort, quelque chose avait changé. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que la vérité a une façon de changer l'atmosphère. Je n'avais pas besoin des projecteurs. Je n'ai jamais voulu le centre de la scène. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ma place au tribunal et le pouvoir tranquille et durable d'être enfin vu.